Alors, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans la Pitch Night spéciale Légitech. Donc, Légitech, c'était une discipline nouvelle par rapport à la saison précédente. Donc, pourquoi est-ce qu'on a décidé finalement de faire une discipline à part? Puisque, bon, avant, on présentait les startups Légitech, on les présentait dans la catégorie AdminTech. On s'est rendu compte que, voilà, il y a tout un fossé. Et puis, voilà, il y a eu pas mal justement de startups qui ont poussé autour de nouveaux projets de loi, comme la RGPD, des startups qui se sont mises aussi voilà, sur tout ce qui était aussi la contractualisation, parce que bon, voilà, partir un petit peu à la chasse aux choses qui sont un petit peu voilà, chronophages et puis permettre de pouvoir organiser plus simplement des documents juridiques qui sont demandés la plupart du temps et voilà, sur lesquels maintenant les entreprises se doivent de pouvoir justifier qu'elles ont respecté les choses et que voilà, de pouvoir remontrer les choses en temps et en heure. Donc c'est pour ça voilà, qu'on a séparé cette discipline. Donc voilà, ça va être la première saison où du coup on aura la Légitex séparée de l'AdminTech. Et donc voilà, pour cette nouvelle saison, on aura deux pitchers pour ce soir. Et donc on commencera du coup par Live Consult qui sera présenté par Erwan Henry. Et ensuite on aura Consult Manager qui sera présenté par Olivier Chourac. Alors je vais vous présenter Live Consult. Donc, Live Consent, c'est une plateforme de signature électronique en ligne. Donc, elle propose des offres adaptées pour les très petites entreprises et pour les entreprises petites et intermédiaires et moyennes aussi. Et voilà, c'est même pour celles qui ne signent pas beaucoup. Ils sont basés à Guyancourt dans les Yvelines, donc on reste voilà, autour de Paris. Alors, leur slogan, c'est la signature électronique pour tous. Leur objectif, c'est en participant au Pitch Night, ils souhaitent faire connaître leurs services aux startups puisqu'elles pourront potentiellement être intéressées par leurs offres. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que là, voilà, il y a pas mal d'outils de signature électronique et donc Live Consent, quand on a un petit budget, c'est quand même voilà, une solution qui est très pratique et voilà, qui ne nécessite pas forcément d'avoir un budget énorme. Mais voilà, j'en dis pas plus et je vais laisser du coup Erwan vous présenter Live Concept. Donc Oui, Erwan, la parole est à toi. merci Geneviève. Du coup, pour me présenter rapidement, moi je m'appelle Erwan Henry, donc je fais partie depuis septembre 2020 de Live Consent, donc en tant que business développeur. Et donc je vais vous présenter Live Consent. Alors j'ai fait un petit support visuel. Est-ce que je peux partager mon écran? Oui, Oui, Alors, oui, parfait. Donc, dites-moi si vous voyez ce que je partage. oui. très bien, très bien. Très parfait. Du coup, donc Live Consent, donc c'est une solution de signature électronique en ligne adaptée pour les TPE, PME, adaptée pour les petites entreprises, même pour celles qui ne signent pas beaucoup. Donc Live Consent, ça a été fondé en août 2019 par Claudius Sirbu, qui avait déjà fondé auparavant, 10 ans plus tôt, une entreprise qui s'appelle Almetis et qui est spécialisée dans le consentement électronique, et donc qui a décidé cette fois de s'orienter plus spécifiquement sur la signature électronique avec Live Consent, et surtout de s'orienter sur une cible un peu plus constituée d'entreprises plus petites. Donc, Live Consent, ça a été d'abord lancé suite à 3 constats. Donc, premier constat, le processus administratif contractuel, on va dire standard, traditionnel, il est jugé souvent beaucoup trop complexe, c'est une perte de temps et c'est souvent aussi une perte d'argent pour les entreprises. Suite à un petit sondage qu'il avait pu faire sur 10 de ses prospects et 5 de ses clients, et non, c'est l'inverse, excusez-moi, c'est sur 10 de ses clients et 5 de ses prospects, excusez-moi, il en était ressorti que 60% d'entre eux trouvaient ce processus beaucoup trop complexe. La moitié ne le maîtrisait pas bien et le quart le trouvait trop permissif, donc ça veut dire pas assez sécurisé. Donc déjà, il y a déjà un premier problème à résoudre, enfin 2 premiers problèmes à résoudre, c'est trouver une solution qui rendrait ce processus beaucoup plus simple et beaucoup plus sécurisé. Deuxième constat, le marché de la signature électronique, aujourd'hui, il est en pleine croissance. Si on prend les chiffres de 2019, on est sur 1,1 milliard de dollars à l'échelle mondiale, avec une croissance annuelle estimée de 30%, sachant que là, on parle des chiffres de 2019, donc avant
Covid. Évidemment, Covid, ça a accéléré la croissance de ce marché, puisque évidemment, ça a accéléré la digitalisation des entreprises. Et donc, j'ai pas les chiffres de 2020, mais je pense que sur 2020, on doit être à bien plus de 30% de croissance annuelle. Et sur les années 2021-2022, je pense qu'on sera aussi bien plus de 30%, parce que la crise sanitaire a vraiment été bénéfique pour ce marché. Troisième constat qu'a pu faire Claudius Scherbu quand il a fondé Live Consent, c'est que sur ce marché qui est déjà bien en place, tous les acteurs, ou quasiment tous les acteurs, se placent sur un segment du marché, qui est le segment des grosses entreprises, donc avec des décideurs multiniveaux et avec un fort volume de transactions, ce qui signifie en gros un fort volume de signatures à l'année, donc un fort volume de documents à signer à l'année, donc un fort volume de processus administratifs dans l'année. Que ce soit les grosses entreprises, comme par exemple DocuSign, qui est le leader mondial aujourd'hui sur le marché de la signature électronique, ou UniverSign et YouSign, qui sont les deux plus gros acteurs français aujourd'hui sur le marché, ils se placent tous, comme vous voyez sur ce schéma, sur le même segment. Mais il y a un segment ici qui est un peu oublié, c'est le segment des petites entreprises, donc avec un faible volume de transactions, donc avec que quelques centaines, que quelques milliers, voire que quelques dizaines de documents à signer dans l'année, et qui ont souvent des petites entreprises, donc avec peu de salariés et donc peu d'utilisateurs de la solution. Cependant, ce segment, il est un peu oublié par ces entreprises, mais il représente quand même plus de 90% des entreprises françaises aujourd'hui. Donc, il y a quand même un gros potentiel sur ce segment. Donc, c'est pour ça que Live Consent a décidé de se placer sur ce segment. Donc, suite à ces trois constats, c'est là que Live Consent est né. Et donc, Live Consent, c'est l'objectif de Live Consent aujourd'hui, c'est de proposer un service de qualité, focalisé sur l'essentiel et accessible aux petites entreprises. Donc, de qualité, pourquoi? Puisque c'est un service, quelle que soit l'offre que prend l'utilisateur et le client Live Consent, c'est un service qui est conforme aux normes EIDAS. Les normes EIDAS, c'est les normes qui, depuis quelques années, légifèrent la signature électronique en Europe. Et donc, Live Consent est une solution de signature électronique avancée et donc a la même valeur légale que la signature manuscrite, et cela dans toute l'Union européenne. Et en plus, on est aussi évidemment aux normes RGPD, donc le règlement général sur la protection des données. Donc, c'est un service de qualité focalisé sur l'essentiel, donc l'essentiel de la signature électronique, proposer un service de signature électronique qui réduirait le coût et le temps passé pour le processus administratif. Comme vous voyez sur les quelques chiffres que j'ai pu mettre et qui sont aussi affichés sur notre site internet, 42% des documents sont signés en moins de 2 heures et 70% d'entre eux en moins de 12 heures. Donc, évidemment, ça accélère le temps de signature pour les entreprises. Il y a aujourd'hui 2 moyens d'utiliser Live Consent. Donc, soit par l'application web, donc un fonctionnement comme par exemple Netflix. Donc, nos clients ont un compte, ils se connectent sur leur compte et ils ont accès depuis leur navigateur Internet à Live Consent et peuvent utiliser. Donc, après, ils ont juste à déposer leurs documents PDF, à entrer leurs interlocuteurs et leurs destinataires et ensuite, ils envoient leurs documents pour signature. Donc, un fonctionnement, comme vous l'avez vu, très simple. Et donc ça va être plutôt pour des besoins, des petits besoins ou des besoins moyens. Et on va avoir aussi pour des gros besoins et pour des entreprises qui veulent aller encore plus loin dans la facilité de leur processus de signature, c'est l'intégration API. Donc intégrer en fait Live Consent au logiciel des entreprises pour qu'ils puissent regrouper tout leur processus depuis un seul point. Donc il est aussi possible, évidemment souvent ça se fait pour des plus gros volumes comme je l'ai dit, d'intégrer Live Consent en API. Aujourd'hui, Live Consent, c'est une dizaine de collaborateurs sur le projet, que ce soit sur la partie technique ou sur la partie commerciale. On a des gens qui sont en interne, comme moi. On a aussi des prestataires externes qui travaillent avec nous sur le projet. Donc voilà, aujourd'hui, c'est une dizaine de collaborateurs qui vont travailler sur le projet Live Consent et plus de 170 clients aujourd'hui, alors je vous parle, qui utilisent Live Consent, donc qui sont abonnés à une de nos offres de signature électronique. Donc, en fait, chez Live Consent, on a des clients
clients payants et on a aussi des utilisateurs gratuits, puisqu'en fait, le but de Cloudy, c'était aussi de démocratiser la signature électronique. Donc, une clientèle, on a aussi une grosse clientèle particulière qui ont une solution gratuite rien que pour eux. Donc, on a aussi plus de 8000 utilisateurs chez Live Consent. On a, malgré qu'on cible en priorité des petites entreprises, on a quand même des grosses entreprises qui nous font confiance aujourd'hui. Et c'est souvent des grosses entreprises qui forcément n'avaient pas besoin d'avoir de gros volumes de transactions et donc qui nous ont fait confiance. On va avoir DBF Audit, cabinet d'experts comptables, DINEF, l'école polytechnique, la grande école d'ingénieurs, la Micaline. On a aussi Educastream qui est une plateforme de formation. Et on va avoir HEC Junior Conseil qui est l'association des juniors entreprises d'HEC. On a beaucoup de juniors entreprises aujourd'hui sur Live Consent. On a à peu près une centaine de juniors qui sont aujourd'hui abonnés sur Live Consent. Et bien sûr, tout cela, donc, comme je vous l'ai dit, est dirigé par une équipe. On n'a pas les 10 collaborateurs ici présents, mais on a bien sûr Claudiu Sirbu qui s'occupe, donc qui est le CEO de l'entreprise, qui est le fondateur, Rafi qui va plus être sur la partie marketing digital, Olivier qui va être qui est notre responsable commercial, moi et Bastien qui sont les 2 business développeurs, et Léna qui s'occupe aussi du marketing digital avec Rafi. Donc ça va être plutôt sur l'équipe commerciale et marketing, et ensuite on va avoir une équipe technique aussi pour évidemment tenir la plateforme en forme. Donc pour conclure ce pitch, je terminerai ce pitch par un slogan tout simple avec Live Consent: conclure un accord, c'est finalement aussi simple qu'une poignée de main. Et donc voilà, c'est vraiment pour résumer la plateforme Live Consent. Donc voilà, si jamais vous avez des questions, si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur Live Consent, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mes informations de contact qui s'affichent actuellement à l'écran. Merci à vous. Merci en tout cas, Erwan. Et donc, voilà, je voulais juste rappeler à nos auditeurs que Live Consent, c'est une solution française. Donc là, c'est ça exactement. Si, Erwan, tu peux revenir un petit peu sur la matrice des autres solutions. Oui. Oui, ici. Voilà, donc là, DocuSign, définitivement, c'est américain, il me semble. Universign, tous les autres, là, ils sont pas français, ceux-là. Alors, donc là, sur l'écran, on peut voir DocuSign, donc américain, AdobSign, donc qui est fait, ça vient de la solution Adobe, donc ça, c'est américain aussi. HelloSign, qui a été racheté par Dropbox, c'est américain aussi. Donc, Almetis, c'est l'ancienne entreprise de Claudiu Sirbu, qui est le fondateur de Live Consent, donc ça, c'est français, mais il se base justement sur un autre segment de marché que Live Consent. Et on est aussi sur du consentement électronique, mais pas exactement sur de la signature électronique. Donc, Almetis, c'est un marché un peu différent encore. Et les deux seuls, donc c'est français aussi, et les deux seuls français qui font vraiment de la signature électronique sur ce graphique, c'est Universign, qui sont les plus anciens, puisqu'ils sont là depuis une dizaine d'années, je pense, même plus. Et YouSign, ils sont arrivés en 2013 sur le marché, et c'est les leaders français sur le marché de la signature aujourd'hui. Alors là-dessus, ce que j'ai vu, c'est que Live Consent, c'est aussi une solution qui évolue dans le temps et qui s'améliore de jour en jour. Donc, c'est déjà une solution très pratique, très facile d'utilisation, parce que, par exemple, il n'y a plus besoin de savoir les mails, etc. Tout passe par téléphone, de mémoire. C'est ça. Alors, on passe encore par mail, mais pour le coup, en fait, c'est l'invitation pour signer qui est par mail. Mais le processus est beaucoup plus simple puisqu'on n'envoie pas le document par mail, on n'a pas à l'imprimer, le signer, le scanner, le renvoyer par mail. Là, pour le coup, on peut passer encore par mail, mais le processus est quand même digitalisé à 100%. Donc, il n'y a plus besoin d'imprimer, de scanner, etc. Et puis, il y a certaines choses qui sont inutiles dans les contrats sur lesquelles Live Consent vient simplifier aussi la signature. Oui, il y a tout, par exemple, nous, on a tout ce qui va être paraphe, par exemple, les mentions, c'est des choses qui peuvent être mis dans la signature manuscrite. Par exemple, les paraphes, on nous demande souvent est-ce qu'on a les paraphes, parce que dans la signature manuscrite, c'est très démocratisé d'utiliser la paraphe, parce que ça permet justement de vérifier qu'il n'y a aucune page qui a été rajoutée en cours de route, et aussi vérifier que les personnes ont bien pris connaissance de toutes les pages. Sur Live Consent, une fois qu'on dépose un document en signature électronique sur Live Consent, le document il est figé. Donc de toute façon, pendant la signature, il ne peut pas être modifié. Et même après signature, une fois qu'il est sorti, si le document PDF n'est modifié que d'un seul pixel, la signature devient invalidée. Donc c'est pour ça aussi, Live Consent ne fait pas qu'apposer une image de signature sur un document. Il y a évidemment tout un système de tracking qui permet de voir si jamais le document a été modifié après signature et justement de repérer cette faute qui invalide automatiquement la signature.
Et donc, du coup, c'est pour ça que la paraphe, par exemple, qui est quelque chose de très démocratisé en signature manuscrite, devient, pour le coup, pas si utile en signature numérique. Oui, donc ça aussi, c'est quelque chose qui simplifie les démarches. Et voilà, Bah oui. on a quelques juristes dans le public ce soir. Donc, je pense que voilà, pour des personnes qui font des contrats tous les jours, ça peut être très intéressant aussi de voir comment fonctionne Live Consent. Et aussi, même voilà, pour les startups, Live Consent, on paye au final en fonction de l'utilisation. Donc, pour les startups et pour les consultants, ça peut être très intéressant pour des consultants qui font un contrat par mois, d'avoir ce type de solution aussi. Oui, c'est ça. Bah, en fait, déjà, il y a des offres un peu pour tous les besoins. Comme je disais, vous pouvez avoir quelques centaines de documents dans l'année et utiliser Live Consent, ou voir quelques dizaines dans l'année et utiliser Live Consent aussi. Et on paie ce qu'on se consomme, parce que nous, on a instauré un système de crédit. Donc, en fait, vous achetez des crédits, ou en tout cas, dans l'abonnement que vous prenez avec Live Consent, vous avez un forfait de crédit. Et donc, un crédit correspond à un document que vous allez envoyer pour signature avec Live Consent. Donc en fait, bah, vous avez un forfait de crédit que vous pouvez augmenter aussi en fonction de vos besoins, avec des packs de crédit. Et en fait, bah, au niveau de l'année, en fonction de votre consommation tout au long de l'année, vous pouvez adapter votre nombre de crédits en fonction de cette consommation. Donc voilà, du coup, c'est moins cher. Voilà. Live Consent, ça existe depuis combien de temps? Donc en fait, la plateforme, comme je disais, le Claudius Sirbu a d'abord fondé Almetis. Au départ, Live Consent était une solution partie intégrante d'Almetis. Donc la solution est née en 2015. Donc elle a eu le temps d'être mise à jour pendant plusieurs années. Et c'est en août 2019 que Live Consent est devenue entité à part d'Almetis. Donc l'entreprise et l'entité Live Consent existent depuis août 2019. La solution, elle, existe depuis un peu plus longtemps, puisqu'elle existe depuis fin 2015. Donc au final, c'est une amélioration voilà, parce qu'Almetis, quand on regarde dans le segment, elle n'adressait pas le segment Live Consent. C'est Donc, ça, ouais, tu as vu, c'est un t'as autre vu qu'il y segment. Ouais. avait un segment qui n'était pas desservi et il a créé une solution justement pour ce segment. C'est ça exactement, ouais. Alors, j'ai vu qu'il y avait une petite remarque de Katia. Alors, je ne sais pas si voilà, on peut lui donner la parole, si elle souhaite intervenir. Merci Geneviève. Non, c'était juste pour souligner que en tant qu'avocate en numérique, j'essaye justement de conseiller toujours à mes clients des outils français parce que, comme le disait D'accord. Erwan, moi je suis sur le RGPD, voilà, je mange, je bois, je vis RGPD. Et c'est vrai que quand on fait du RGPD, on se rend bien compte que dès le moment où on a des outils qui sont non français ou au moins non européens, en fait, on a des problèmes de souveraineté qui se posent. Et par exemple, si on utilise des outils américains, pour prendre que, parce que c'est souvent eux qu'on pointe du doigt, on va avoir pas mal de problèmes parce que les lois américaines, aujourd'hui, elles permettent en fait aux autorités américaines de demander aux opérateurs, aux prestataires de services, l'accès aux données. Donc, c'est hyper large et ça fait que, en fait, on peut avoir une immixtion, une ingérence des autorités américaines sur des données, par exemple, de citoyens français. Il y avait eu un cas comme ça avec la BNP, qui en 2014, dans mes souvenirs, avait eu une amende très, très salée par les autorités américaines. Et en fait, Ok. c'était pour des activités qui avaient lieu en France. Mais comme la BNP avait utilisé le dollar, les États-Unis avaient considéré que, bah, en fait, ils pouvaient intervenir parce qu'il y avait un petit élément qui faisait qu'en tant qu'Américain, ils pouvaient être concernés, juste le dollar. Donc, imaginez demain, si vous D'accord. utilisez que des outils américains, alors là, ils n'ont même pas besoin de démontrer pourquoi ils interviennent. Donc, c'est sûr que Ok. si on peut s'éloigner des outils américains et se pencher plus vers des outils français ou au moins européens, je pense que c'est beaucoup plus fiable juridiquement. Et en plus, niveau industrialisation de la France, c'est quand même plus sympa aussi. Tout à fait, Cassia, c'est ça. C'est exactement ça. Parce qu'avec ces enfin, quelqu'un comme, je ne sais pas ce que vous en pensez avec le cookie de Facebook, c'est lui en ce moment vraiment qui cause le plus de dommages. Oui, bah oui, avec le rachat de WhatsApp il n'y a pas longtemps, ça a fait du bruit, cette affaire avec WhatsApp qui, du coup, quand ils sont passés sur Facebook, il y a pas mal de données qui ont été récupérées, quoi.
Ouais, d'ailleurs, par rapport à WhatsApp, il y a une application française de messagerie sécurisée que moi j'utilise pour Ok. mes clients perso qui s'appelle Olvid. Je ne sais pas si vous la connaissez. Alors, c'est Non, alors plutôt non. à destination des professionnels plutôt que des Ok, particuliers. Je d'accord. vais vous la noter dans le chat, mais c'est vrai elle est quand même Ouais. très bien faite. Et c'est pas mal si vous voulez un peu sortir de WhatsApp et avoir quelque chose de plus sécurisé. C'est pas parfait encore parce qu'ils utilisent quand même AWS pour l'hébergement, mais en soi, ils sont censés avoir décorrélé et Ouais. AWS n'est pas censé pouvoir accéder aux données. Donc, renseignez-vous sur Olvid, regardez, Ok. c'est intéressant ce qu'ils font et ça permet justement de se détacher de notre addiction à WhatsApp. Alors nous, suite à l'affaire WhatsApp, on était passé sur Signal, mais c'est aussi américain pour le coup. Voilà, nous, on était passé sur Signal qui fait à peu près la même chose que WhatsApp et du coup qui évitait que nos données soient revendues à Facebook, mais enfin revendues par Facebook, mais pour le coup, ça reste quand même américain, je crois, Signal. Donc je vais me renseigner sur Alvid, ça peut être intéressant. Je ne comprends pas pourquoi la législation française n'exige pas de la part de Facebook de respecter donc les données personnelles, le RGPD. C'est incroyable. Pourtant, ils ont quand même Facebook France. On peut mettre la pression sur Facebook France pour qu'ils respectent cette réglementation. Alors, du coup, il y a d'autres avocats dans le public. Est-ce il y a d'autres avocats qui souhaiteraient intervenir aussi, donc par rapport à cette présentation? Donc voilà, en cas d'intervention, vous avez juste à lever la main et donc Elisabeth vous donnera la parole. Moi, j'avais une question à poser par rapport à la présentation. Je suis Jeanne D'accord. Morrison. J'aimerais savoir pendant combien de temps le document reste-t-il disponible pour signature avec Live Concert? Alors nous, on fait donc en fait si je repars sur le système de crédit que je vous expliquais tout à l'heure, donc quand vous envoyez un document avec Live Consent, donc vous dépensez un crédit et en fait le document va être valable pour signature pendant 30 jours. En fait, durant ces 30 jours, il faut qu'il soit signé. Si au bout des 30 jours, il n'est pas signé, il passe en statut expiré sur la plateforme et du coup, il faudra relancer une demande pour continuer le processus. Sachant que pendant ces 30 jours, il se passe pas rien parce que on sait que effectivement, si vous envoyez un mail le premier jour, enfin que la plateforme envoie un mail le premier jour, les 28, 29 jours restants, la personne qui n'a pas lu le mail va oublier. C'est pour ça que sur Live Consent, on a mis en place un système de relance automatique. Durant ces 30 jours, vous avez une relance tous les 5 jours qui est faite aux destinataires qui n'ont pas encore signé pour les inviter à signer le document. Donc en fait, même si le premier mail, ils l'ont pas vu passer ou alors ils l'ont oublié, et 5 jours après, ils reçoivent un autre mail qui les invite à signer et ainsi de suite jusqu'à soit la fin des 30 jours, soit le moment où ils auront décidé de signer le document ou de le rejeter. Il y a possibilité évidemment de rejeter le document. D'accord. Et quel est le taux de satisfaction de vos clients par rapport qui utilisent votre plateforme? Bah, Le taux de pour le, satisfaction. Pour le coup, j'ai pas de taux exact de satisfaction sur la plateforme. On n'a pas fait de sondage ou quoi que ce soit pour l'avoir. Pour le coup, on a quand même souvent des retours assez positifs et dès qu'il y a forcément, on n'est pas parfait, donc il y a forcément, et puis c'est une startup, donc c'est une plateforme en cours de développement, donc il y a forcément des fois des petits bugs qui peuvent apparaître. Mais en tout cas, à chaque fois qu'il y a ce genre de problèmes qui sont rencontrés, on arrive souvent à les régler au plus vite et justement à collaborer avec la personne qui a eu le problème pour essayer tout simplement de régler celui-ci. Donc pour le coup, on est assez réactif sur ce point-là. J'ai pas exactement le taux de satisfaction pour le coup, mais voilà, souvent ce qui revient le plus souvent en tout cas sur la plateforme, c'est que c'est une plateforme simple, qu'on est beaucoup moins cher que certains concurrents, et donc voilà, simple à prendre en main, simple à mettre en place aussi. Et puis, et vu que c'est français, forcément, ça fait, ils ont plus confiance D'accord. aussi. Donc, vous avez des bons retours. C'est très, Oui, très intéressant. Merci c'est beaucoup. important. Euh, De rien. Niveau financier, comment vous vous positionnez? Est-ce que vous êtes break-even ou vous commencez à faire
des profits ou vous êtes toujours négatif? Alors, j'ai pas accès au bilan financier, mais alors en 2020, on était encore en négatif, je crois. Alors, au niveau du chiffre d'affaires, en 2020, on était sur 50 000 euros de chiffre d'affaires, sachant que donc nous, moi et Bastien, qui sont les deux forces, les deux forces en tant que business développeur, on est arrivé en septembre 2020. Avant, il y avait que Claudiu et Olivier, donc qui est le responsable commercial, qui est arrivé un peu plus tard dans l'année. Donc, ils étaient deux pendant 2020 à promouvoir le produit. Et on est déjà sur 50 000 euros de chiffre d'affaires en 2020. Et c'est un chiffre d'affaires qu'on vient d'égaler en seulement 4 mois. Donc là, de janvier à avril, on vient d'égaler le chiffre d'affaires de 2020. Et donc justement, on va pouvoir multiplier par au moins 3 le chiffre d'affaires de 2020. Mais pour le coup, après, est-ce qu'on sera encore en perte ou encore en bénéfice? Je ne sais pas. Aussi, le but d'une startup, c'est d'essayer d'investir le maximum. Donc forcément, dès qu'il y a de l'argent qui rentre, on investit pour essayer d'aller en choper encore plus. Donc, mais je ne sais pas du tout si on sera en bénéfice ou en perte à la fin. Quels sont les clients que vous targetez actuellement, que vous souhaitez absolument avoir dans votre panier? Alors, les clients on va dire les clients de rêve qui nous permettraient d'avoir des gros volumes, c'est les éditeurs de logiciels parce que il y a des éditeurs de logiciels de CRM, de RP, des logiciels de gestion, des logiciels de paie, des logiciels RH. Souvent, ces logiciels, ils ont envie d'inclure une offre signature électronique dans leurs offres forcément, ils n'ont pas forcément le temps ou l'argent de développer leur propre signature électronique, surtout que c'est quelque chose de quand même assez compliqué. Donc souvent, ils font appel à un prestataire et donc du coup, appel à un prestataire qui va leur fournir ce service. Et donc, si on arrive à rentrer dans l'écosystème de cette CRM et du coup de rentrer dans cette CRM et du coup, on a accès à tout le portefeuille client de ce logiciel, de cette solution. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment donc c'est les éditeurs de logiciels qu'on essaye de targeter en ce moment, puisque c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment beaucoup nous rapporter. J'ai une question justement par rapport à ces éditeurs. Est-ce que vous pouvez vous insérer en marque blanche dans ces éditeurs? Est-ce que je crois pas on le fait en marque grise, on le fait pas en marque blanche, on le fait en marque grise. D'accord, oui, mais c'est possible quand même. Je sais pas si c'est possible. Je sais pas du tout. J'ai pas la réponse à cette question. D'accord. Nous avons une question de Katia. Oui, moi, ce n'était pas une question, c'était juste un conseil pour Erwan par rapport aux éditeurs de logiciels. Moi, j'en accompagne pas mal et ce que je peux vous conseiller pour vous rapprocher d'eux, c'est de voir avec l'APP, l'Agence de protection des programmes. Ils proposent des webinars, je vais vous le mettre dans le chat si vous voulez, mais ils proposent, l'APP, il propose des webinars de temps en temps pendant l'année, donc peut-être rapprochez-vous de la directrice marketing. Je peux vous mettre en contact avec elle si vous voulez. Je veux bien, s'il vous plaît. Et comme ça, peut-être, ça vous permettrait de faire un acte de communication justement auprès des éditeurs de logiciels. Parce qu'en fait, pour la petite histoire, l'Agence de protection des programmes, c'est l'agence en France qui est un peu comme l'INPI pour les marques, auprès de laquelle, justement, les éditeurs de logiciels vont déposer leur logiciel. Ça leur fait une preuve, en fait, en droit d'auteur pour dater leur logiciel. Voilà. Donc, tous les éditeurs de logiciels qui sont très actifs et qui protègent bien leurs droits, ils sont à l'APP. Donc, vous pouvez peut-être couvrir pas mal de personnes en vous dirigeant vers l'APP, en tout cas. D'accord, merci beaucoup. Ah, pour justifier leur antériorité des dépôts? C'est pas mal. Oui, c'est ça exactement. En fait, on fait un dépôt de logiciel, un dépôt sous séquestre, ça s'appelle à l'APP, et ça permet de donner une date en fait au logiciel. Donc en fait, en droit d'auteur, ce qu'on va protéger, ça va être le code source, les interfaces graphiques, en fait, le cahier des charges. On va vraiment faire une description écrite en fait de tout ce qui compose le logiciel, de ce qui démontre son originalité. Et tout ça, ça va être sous-scellé à l'APP et ça a une force de preuve à l'international. Ce n'est pas seulement français, c'est l'avantage aussi de l'APP. Est-ce que ça marche aussi pour les sites Internet? Non, pas pour les sites Internet. Pour les sites Internet, en fait, si vous voulez protéger, par exemple, j'imagine par le droit d'auteur, c'est ça, si vous avez un site Internet qui est particulièrement original? Parce qu'en fait, pour le site Internet, non, vous pouvez faire une enveloppe solo à la limite
à l'INPI, mais ce n'est pas forcément intéressant. Le mieux avec un site internet pour le protéger, c'est vraiment de faire des conditions générales d'utilisation béton qui justement vous permettent de poursuivre ensuite les réfractaires et de faire des captures d'écran de votre site internet pour avoir des preuves datées. En tout cas, alors je ne sais pas s'il y a d'autres interventions du coup pour Erwan sur Live Consent. Est-ce qu'il y a d'autres Alors en tout cas, merci Erwan. Merci à vous. Et puis du coup, alors Elisabeth va diffuser dans le chat voilà, le questionnaire pour pouvoir bien évidemment évaluer aussi le pitch et donc pouvoir D'accord. faire aussi des retours. Et donc ce questionnaire sera également disponible sur notre site internet, donc pitchnight.org. Donc, pour tous ceux qui reverront finalement après, donc voilà, les visionnages ne sont pas forcément sur le site, mais quand vous allez, vous avez un petit icône, je vais vous montrer rapidement. Hop, sur le site, je vais vous montrer assez rapidement. Vous avez un petit icône sur le site et donc ça vous permettra. Alors, je partage mon écran. Ça vous permettra de pouvoir revisionner le pitch d'Erwan. Alors, donc là, voilà, là, je suis sur le site. Donc, en fait, je suis tout en bas. Donc, vous avez les catégories, vous avez la capacité de pouvoir vous inscrire. Et vous allez tout en bas. Donc là, vous avez un petit icône. Donc, c'est rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. Donc, quand vous cliquez ici, ça vous emmène directement sur la page. Donc là, normalement, il est déjà chargé. Je vais pouvoir. Donc, sur la page YouTube qui vous permettra bien évidemment de pouvoir les revisionner. Et donc, si jamais après, vous voulez évaluer du coup et donc envoyer des messages, donc vous avez deux choix. Soit vous cliquez sur Contact, donc ça, là-dessus, l'équipe des Pitch Night va faire le retour. Si jamais vous voulez participer aussi à l'évaluation et donc faire des retours un petit peu plus construits, vous avez le questionnaire évaluation de la startup sur lequel vous cliquez qui va vous renvoyer directement vers la grille de notation. Donc, à savoir que cette grille de notation elle peut être utile, par exemple, pour des chefs d'entreprise, pour des investisseurs, pour pouvoir ensuite visualiser. Et donc voilà, donc vous pouvez avoir ça. Donc, n'hésitez pas, parce que l'événement est enregistré, pour ceux qui revisionnent après l'événement, de pouvoir faire cette manip-là. Et donc, on va passer du coup à la prochaine startup. En tout cas, merci Erwan pour la qualité de l'intervention. Pas de souci. Merci Katia aussi pour les tuyaux. Voilà. Donc, à chaque fois, on découvre un petit peu plus. Puis, c'est vrai que c'est toujours intéressant de voir des avocats qui sont intéressés parce qu'au jour d'aujourd'hui, voilà, le digital touche pas mal aussi cette fonction-là et de voir un petit peu quelles sont les solutions qui sont dédiées pour justement ça. Et surtout une solution française, donc voilà, Cocorico. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site liveconsent.com pour pouvoir découvrir cette solution. Donc cette solution de mémoire, vous avez une possibilité aussi de l'essayer en freemium pour pouvoir vous l'approprier et vous verrez, l'équipe est charmante. Si jamais vous avez besoin d'informations complémentaires après sur la solution. Et grâce au Club C'est ça. AI, vous pouvez également faire vos demandes d'évolution. Comme disait Erwan, il y a 2 développeurs qui améliorent en continu cette solution. C'est ça exactement, ouais. Et maintenant, vous avez même une version d'essai de 15 jours où on vous donne un peu plus de possibilités puisqu'on vous donne en fait accès à la version, à notre à notre plus grosse offre, donc qui est notre offre entreprise. Et pendant 15 jours, vous avez accès à toutes les fonctionnalités de cette offre. Comme ça, vous pouvez tester vraiment Live Consent dans tous ses états. Et comme ça, vous pouvez vraiment vous faire une idée de la plateforme pendant 15 jours sans engagement, sans besoin de mettre aucune carte bleue, vraiment pour tester gratuitement. Donc, n'hésitez surtout pas. Alors, du coup, on va passer maintenant à Consent Manager qui va être présenté par Olivier Chourac. Donc, on a vu cette partie signature, mais on a parlé aussi de la RGPD. Et dans la RGPD, il y a le consentement, notamment sur les cookies. Alors, Consent Manager, c'est justement une plateforme pour gérer les consentements aux cookies en conformité avec la RGPD. Leur objectif, c'est de trouver des sociétés qui veulent mettre sur leur site web leur site web en conformité avec la RGPD et trouver des clients et des partenaires.
Et donc, tout simplement, sans plus attendre, je vais laisser la parole du coup à Olivier Chourac qui va vous présenter Consent Manager et qui va vous en dire plus. Donc, Olivier, la parole est à toi. Merci Geneviève. Bonsoir tout le monde. Alors Geneviève a déjà tout dit, donc il ne me reste plus grand-chose à vous dire. Donc, je suis Olivier Chouraki, le président de Consent Manager France. Et Consent Manager, c'est une plateforme pour gérer les consentements aux cookies et mettre votre site web en conformité, notamment avec le RGPD. Ce qu'on cherche principalement aujourd'hui, ce sont des clients. On a déjà plus de 10 000 sites web qui utilisent notre solution. Ce que je vous conseille, si vous avez le moindre doute sur la conformité RGPD de votre site web ou des sites web de vos clients, c'est d'aller sur notre site consentmanager.fr et puis de cliquer sur le lien « Tester votre site ». Et là, en rentrant l'URL de votre site, vous avez une petite analyse. En fait, on va explorer votre site, détecter les cookies et les liens vers d'autres sites et vous afficher le résultat, notamment vous prévenir si des cookies sont créés sans consentement, ce qui est le gros problème qu'on rencontre aujourd'hui sur plus de 80% des sites web français. Alors après ce petit test, si vous avez envie d'essayer Consent Manager, vous cliquez simplement sur « Essai gratuit », vous rentrez votre nom, prénom, email, et vous allez avoir le service complet de Consent Manager gratuitement pendant 2 semaines, que je peux prolonger si vous avez besoin de plus de temps. Vous m'envoyez un petit mail. Et une fois que le service fonctionne sur votre site de façon satisfaisante, là, vous souscrivez un abonnement. Ça commence avec une offre standard qui suffit pour beaucoup de startups, qui est à 50 € par mois. Et alors, pour les membres de Startup World, on a un code promo que je vous mets dans le chat avec 10% de réduction avec le code START, tout simplement. Voilà. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Que c'est assez facile à configurer et on vous aide un peu à le faire. Donc, si vous avez un doute sur la conformité RGPD de votre site, c'est un problème qu'on peut régler cette semaine ou la semaine prochaine, très, très facilement et très rapidement. Des petites questions? Oui, bonjour, Omayoun Niknam. J'ai un millier de questions à vous poser. La première question que je pose notamment aussi à maître Katia Beder, c'est que risquent les sociétés qui ne respectent pas la loi RGPD? C'est la première question. La deuxième question, il y a énormément de sites, notamment un journal qui explique que si vous n'acceptez pas mes cookies, il faudra prendre un abonnement. En fait, ils ont divisé les choses en disant que si vous acceptez mes cookies sans poser de questions, vous l'avez gratuitement accès au contenu. Oui. Si vous voulez refuser, vous avez accès aux mêmes documents, sinon vous payez. Et la troisième chose, en tant qu'utilisateur des sites Internet, je passe ma vie à accepter ou à refuser les cookies. Oui. Est-ce qu'un jour, on pourra attendre de développeurs de faire en sorte de fournir un système où on set nos préférences en tant qu'utilisateur dans cette application, dans ce logiciel, et à chaque fois qu'on ouvre une application ou qu'on va sur un site Internet, automatiquement, ils prennent la main pour accepter ou non les cookies pour qu'on n'ait pas à passer, à valider à chaque fois, cookie par cookie, est-ce qu'on veut donner accès à cette information-là ou à cette information-là? Alors, pour la première question, qu'est-ce que vous risquez? Vous risquez tout d'abord une amende de la CNIL. Il y a déjà eu de grosses amendes pour des très gros acteurs. C'est limité à 4% du chiffre d'affaires annuel, je crois. Mais sûrement, Maître Bader pourra en dire plus. Ensuite, vous risquez aussi
comment dire, perdre la confiance des visiteurs et des utilisateurs de votre site. Si vous jouez un peu trop avec leurs données personnelles ou s'ils ont l'impression que vous ne respectez pas leur vie privée. Question numéro 2. C'était notamment une différenciation, il y a une discrimination entre vous acceptez mes cookies, vous l'avez gratuitement l'information, vous n'acceptez pas les cookies, vous devez payer. Pardon. Oui, merci C'est pour ça. le rappel. Donc, question numéro 2. Alors, effectivement, ce qu'on appelle les cookie walls, moi, j'avais compris que le RGPD ne les autorisait pas, mais néanmoins, en France, il y a eu récemment un cas avec le site de recettes de cuisine Marmiton. Et apparemment, la justice française a décidé que c'était légitime de faire ça. Alors, effectivement, nous, on a pas mal de clients de Content Manager, des journaux, qui proposent une alternative à leurs visiteurs entre accepter les cookies publicitaires et voir de la pub, ou bien payer un abonnement pour avoir accès au contenu. Donc, on intègre une solution technique en particulier qui s'appelle Content Pass et qui permet de faire ça. Donc, sous réserve et sous le contrôle de Katia Bader, il me semble que c'est autorisé maintenant en France. Et en plus, on peut concevoir quand même que pour ces éditeurs de contenu, il faut bien qu'ils aient un moyen de vivre. Donc, si ce n'est pas les abonnements, c'est normal, quand on utilise leur service gratuitement, qu'on consomme de la publicité. Et après tout, il vaut mieux de la publicité ciblée et personnalisée que de la publicité qui ne nous intéresse pas du tout. Voilà. Si seulement il s'arrêtait que sur la publicité parce qu'on va écouter telle chose, ça se comprendrait. Mais quand ils vont jusqu'à vraiment plus loin que ça, il y a un très gros problème. Soit on respecte la loi, soit on ne respecte pas la loi. Parce que quand vous m'avez parlé de 80% des sociétés qui ne respectent pas le RGPD, ça c'est énorme et c'est la vérité. Et moi, je pense même que ce chiffre est inférieur à ce qui se passe. À quoi donc faire une loi si elle n'est pas respectée? C'est un scandale. Alors, merci Jeanne. Je pense que ça va prendre un peu de temps. Tout le monde va petit à petit respecter cette loi qui a le mérite d'exister. Et en même temps, comme le faisait remarquer Humayun, les visiteurs, même si cette loi les protège, sont quand même un peu agacés par toutes ces bannières de consentement qui leur demandent à chaque fois qu'ils visitent un site web d'accepter les cookies. C'est vraiment un petit peu fastidieux, mais c'est fait pour nous protéger. Donc, c'est pas parfait, mais pour l'instant, c'est la moins mauvaise solution qu'on a mis en place en Europe. Et alors, effectivement, aussi, comme le prédit ou le devine Humayun, les éditeurs des systèmes d'exploitation et des navigateurs, hein, pour ne pas citer les gros GAFA, hein, rêvent tous de gérer les consentements eux-mêmes, à leur niveau, que ce soit Google, Apple, Microsoft. Évidemment, ils réfléchissent tous beaucoup à cette problématique de consentement et de cookies. Google a annoncé la disparition des cookies tiers d'ici l'année prochaine. Et je pense qu'ils veulent se positionner vraiment comme intermédiaire et comme arbitre dans cette gestion des consentements. Ils le font déjà, par exemple, pour la localisation, pour les notifications, et donc ils aimeraient bien le faire également pour la pub. Mais est-ce que ce serait pas alors peut-être que pour l'utilisateur, ça pourrait être un peu plus commode, mais est-ce que ce serait pas finalement un piège dans lequel on tomberait de laisser Google, Apple ou Amazon gérer à notre place ou à la place de chaque site le consentement aux cookies?
et à la publicité. Il semble que les utilisateurs d'Apple, les utilisateurs d'iPhone, à partir de la nouvelle mise à jour, peuvent restreindre les fonctionnalités d'envoi d'informations à Facebook pour les utilisateurs d'iPhone. C'est-à-dire que si vous avez un iPhone et que vous ne voulez pas que vos données soient utilisées par Facebook, vous avez juste besoin de cocher un curseur et automatiquement, Facebook, c'est la guerre entre les titans qu'a lancé Tim Cook contre Mark Zuckerberg. Mais comme sur le téléphone Android, vous donnez par exemple tel accès à la localisation, à notification, moi, ça serait intéressant de voir comment on peut essayer, au lieu de vous essayez de rendre les compliant, le web et aussi toutes les entreprises. Mais je pense que vous avez un plus gros marché en allant vers les utilisateurs finaux qui sont des personnes lambda comme moi, qui en ont complètement marre de pouvoir activer pour le site de Libération, Le Monde, n'importe quel site où ils vont accepter des cookies. C'était un certain nombre d'accords en disant j'accepte tout, je n'accepte rien, et que ce soit à travers ce logiciel-là que ça soit fait et que je n'ai plus besoin à avoir cette bannière qui m'embête. Alors, Humayun, sachez que déjà dans votre navigateur, vous pouvez refuser les cookies. Donc, si vous configurez, par exemple, votre Chrome pour refuser tous les cookies tiers et que vous visitez des sites web qui utilisent notre solution Consent Manager, elle va détecter que votre navigateur refuse les cookies et dans ce cas, on ne va même pas vous afficher la fenêtre pour vous demander si vous les acceptez. J'ai essayé, même Gmail, il m'a refusé l'accès à mon Chrome a refusé l'accès à ma boîte mail en disant que les restrictions de cookies sont trop restrictives pour que j'ai accès. Donc du coup, vous imaginez bien quoi. Du coup, j'ai dû enlever les cookies en disant allez hop. C'est le problème de distinguer entre on va dire les différentes utilisations des cookies, qu'on appelle les finalités. Ouais. Alors, vous avez effectivement des cookies qui sont indispensables au fonctionnement des sites web. Notamment, par exemple, les cookies qui permettent de gérer la session pour bien reconnaître qu'un utilisateur qui passe d'une page à l'autre est toujours le même utilisateur. Les cookies qui permettent de gérer les paniers d'achat, etc. Ces cookies, sachez-le, sont dispensés de consentement RGPD. Donc, dans le cadre du RGPD, pour ces cookies-là, au lieu d'un consentement, on va choisir comme base légale un intérêt légitime. Et dans notre outil, vous pouvez le configurer comme un intérêt légitime qui accepte quand même un opt-out. À ce moment-là, vous allez quand même permettre à vos visiteurs de refuser ces cookies, sachant qu'ils vont perdre des fonctionnalités de votre site, ou alors un intérêt légitime sans opt-out pour des cookies qui sont vraiment indispensables au fonctionnement correct du site. À ce moment-là, au lieu d'avoir le petit interrupteur qui permet de désactiver certaines finalités, donc de refuser certains cookies, cet interrupteur sera grisé. Et voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Olivier, encore Jeanne Morrison. Donc, ce que je remarque parce que tout cela m'intéresse beaucoup, parce que ça me pose beaucoup de problèmes pour travailler, comme tout le monde d'ailleurs, comme a dit Humayun. Parce que ce qui se passe, par exemple, avec Facebook, on ne peut pas visionner une vidéo tant qu'on n'a pas accepté son puissant cookie, ce qui est terrible. Ce que je constate avec Google, lui, parfois, il vous dit gérez vos cookies. Alors, on peut soit les refuser, soit les accepter. Et quand on tente de les refuser, on ne peut plus rien faire. Tout est bloqué, on ne peut plus travailler. Et tantôt, il les laisse, on les accepte, on travaille tout de même, mais après,
alors que c'est toujours la même session, on doit aller recommencer. Il suffit de fermer la page. Si on veut réouvrir une autre page, il faut recommencer les mêmes actions. Donc, tout ça, c'est vraiment pour moi du désordre. Il y a aussi ce que disait Oumayout, que chaque fois, il faut accepter les cookies de chaque espace, soit il faut les bloquer. Et il y a surtout ceux qui font accepter tous les cookies, refuser tous les cookies. Là, c'est pour une fois, ils ont commencé à respecter cela. Donc, on appuie. Moi, je dois dire, je les refuse tous parce qu'ils sont là pour venir faire du désordre sur les utilisations. Moi, je travaille par exemple avec un iPhone. Ils sont déjà tellement... ils ne respectent pas la loi, si bien qu'ils font beaucoup de désordre. Les mots de passe sont piratés. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Ces cookies, vraiment, il faudrait encore beaucoup d'efforts à faire pour que... Alors, Olivier, au jour d'aujourd'hui, justement, pour ce problème-là, est-ce que vous avez une étendue des sites, justement, qui auraient besoin de votre solution en termes de marché? Parce que là, il y a une petite période où la CNIL voilà, est assez souple pour les gens qui ne respectent pas cette loi. Ça représente quoi en termes de marché et de possibilités d'expansion? Parce qu'il commence à y avoir de plus en plus d'amendes, là. Alors, je ne suis pas au courant des amendes récentes, hein. Normalement, c'était le 1er avril que s'appliquaient les nouvelles directives de la CNIL. Je n'ai pas encore vu passer d'annonces sur des amendes. Mais c'est tous les sites web quasiment qui sont concernés, hein. On voit très, très peu de sites aujourd'hui qui ne collectent pas les données personnelles ou qui n'utilisent pas de cookies. Le moindre blog personnel a tout de suite, au minimum, un Google Analytics. C'est ce qu'on trouve partout. Donc, on va en parler un petit peu. Aussi, pour répondre à Jeanne, peut-être la rassurer un petit peu, c'est que on voit quand même les choses évoluer dans le bon sens assez rapidement et justement sous l'influence de ces lois et de la CNIL en France. Et je pense que respecter le RGPD et respecter la vie privée des utilisateurs, c'est devenu aujourd'hui un facteur différenciant pour les entreprises. On a, je vais vous donner un exemple. Comme le disait Katia, il me semble, qui lève la main d'ailleurs, Google Analytics pose un problème de conformité RGPD parce que les données sont stockées aux États-Unis et selon la loi américaine, le gouvernement a le droit d'y accéder, ce qui est contraire au RGPD. Donc, il semblerait que Google Analytics, dans l'état actuel, ne soit pas conforme au RGPD et on a beaucoup de clients qui le retirent au profit de sociétés qui proposent des solutions plus respectueuses des visiteurs, comme notamment la société française AT Internet, ou bien encore Matomo, qui propose des solutions conformes. Voilà, d'ailleurs cité sur le site de la CNIL. Donc, c'est en train d'évoluer dans le bon sens. Katia ? Oui, merci Olivier. Je voulais juste ajouter que justement, en fait, on voit une vraie sensibilisation des Français. Moi, j'avais lu une statistique là-dessus qui disait qu'en 2019, il y avait 78% des Français qui disaient qu'une entreprise qui respecte au mieux leur vie privée, en fait, elle gagne plus leur confiance et elle gagne plus de clients. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu, justement, comme le disait Olivier tout à l'heure, d'image. C'est-à-dire que bien sûr que niveau trésorerie, il faut dégager un budget pour le juridique, pour la mise en place d'un gestionnaire de cookies. Mais en fait, c'est ce qui vous permet demain de justifier vos tarifs et de justifier que vous êtes conforme, que vous êtes éthique, que vous êtes fiable. Et c'est ça qui permet justement de pérenniser votre entreprise. Parce qu'en fait, on voit beaucoup d'entreprises qui ne mettent pas tout ça en place dès le début et qui, quand elles se prennent un contrôle de la CNIL, réagissent en catastrophe, doivent affronter des énormes amendes et ont surtout un énorme risque d'image parce que la CNIL, souvent, elle rend public ses décisions. Et la CNIL, elle n'hésite pas, par exemple, à sanctionner des TPE.
On dit souvent que la CNIL, elle sanctionne que des grands groupes, mais ce n'est pas vrai. Si vous regardez les décisions de la CNIL qui sont publiques sur son site, on voit que, par exemple, en fin décembre, elle a quand même sanctionné, en pleine crise sanitaire, 2 médecins libéraux. Voilà. Donc, c'est juste pour vous dire qu'elle n'hésite pas. Elle avait donné, dans mes souvenirs, des amendes de 3 600 et 6 000 euros à 2 médecins libéraux pour défaut de sécurité des données. Parce qu'en fait, les données des patients s'étaient retrouvées sur le web, accessibles, alors qu'elles étaient censées être sur un serveur sécurisé de ces médecins libéraux. Donc, en fait, le risque, il est pour tout le monde. Et vaut mieux prévenir que guérir. Donc, clairement, si vous mettez en place des bons mécanismes dès le début, ça vous évite des ennuis juste après. C'est très intéressant. Merci, Katia. Et ça me fait penser à, donc, effectivement, l'importance maintenant pour toute société de respecter ses règles d'éthique et à une start-up française qui s'appelle Little Sister, par opposition à Big Brother. C'est une de mes amies qui l'a fondée. Ah ben voilà. Et qui, donc cette start-up donne une note d'éthique à chaque entreprise et qui prend en compte notamment le respect des données personnelles. Donc, c'est une tendance de fond. Ouais, sur Little Sister, pour ceux qui ne connaissent pas, Little Sister, c'est vraiment le Yuka du numérique. Alors aujourd'hui, l'application, elle est vraiment en format bêta pour le moment et elle est dispo que sur Android et pas encore pour Apple, mais ça devrait arriver en septembre. Mais c'est vraiment une start-up française à suivre parce je pense qu'ils ont vraiment une bonne idée et ça vous permet en fait, comme Yuka, pour ceux qui connaissent pour la nourriture ou les cosmétiques, de scanner, en fait, de rentrer par exemple une application. Par exemple, vous pouvez faire le test avec Olbit, qui est quand même pas mal noté sur Little Sister. Vous rentrez le nom de l'application ou le nom en tout cas de l'entreprise du numérique, et ça vous donne une note sur plusieurs critères, donc vie privée, sécurité des données, où sont hébergées les données, etc. Donc c'est intéressant et ça permet de justement voir qu'en fait, aujourd'hui, on veut de la transparence sur tous les produits. C'est pas parce qu'on veut des produits bio, par exemple en nourriture, qu'on est OK d'accepter des produits numériques qui ne sont pas éthiques du tout et qui ne nous protègent pas ou qui sont faits n'importe comment. Donc, il y a des enjeux aussi bien dans le monde réel que dans le monde virtuel. Si j'ai encore une petite minute, Geneviève, Oui, il n'y a pas de souci. D'accord. Je veux bien aussi vous dire que Consent Manager recherche, en plus de clients et de sites web et d'applications à rendre conformes, on recherche aussi des partenaires. Donc, si vous travaillez avec des clients qui ont des sites web ou que vous êtes plus ou moins impliqué dans ce domaine, comme Startup World d'ailleurs, on peut mettre en place avec vous un partenariat pour aider ensemble vos clients. Et donc, justement, pour rebondir ce que tu dis, Olivier, voilà, là, en ce moment, il y a une promotion. Donc, vous pouvez acquérir avec la promotion Startup World. Si vous venez de la part de Startup World, vous avez juste à afficher Start et donc vous avez des prix préférentiels. Donc, ça, c'est applicable pour l'ensemble de la communauté Startup World. Donc, n'hésitez pas justement à aller sur Consent Manager. Alors, pour le site, du coup, donc consentmanager.net. Et donc là, je vais le remettre dans le chat et puis on renverra ça de toute façon quand on rediffusera les informations. .fr, consentmanager.fr. Voilà, .fr. Merci Olivier. En tout cas, merci aussi aux auditeurs. Et puis donc, Elisabeth va redonner justement le questionnaire pour pouvoir évaluer aussi le pitch d'Olivier. Donc, n'hésitez pas à faire tous les retours. Donc, comme je vous l'ai dit, donc, soit via le questionnaire, soit vous pouvez directement aller sur le site pitchnight.org et nous l'envoyer via contact. C'est toujours bien de répondre au questionnaire parce que derrière, on a des réponses qui sont structurées et je pense que ça apporte beaucoup de valeur ajoutée aussi aux pitchers. Et voilà, si vous êtes intéressé aussi pour des partenariats, n'hésitez pas non plus à contacter Olivier, donc à contacter soit l'équipe des Pitch Night pour avoir le contact d'Olivier, donc n'hésitez pas à revenir vers nous. En tout cas, merci à nos deux pitchers. Alors, toutes les vidéos sont disponibles sur YouTube. Je voulais ajouter juste ça. Voilà. Et donc, merci en tout cas donc, à Olivier Chouraki qui nous a présenté Consent Manager et à Arwen Henry qui nous avait présenté Live Consent. Donc, c'est deux solutions qui sont adaptées justement à la France, deux solutions qui facilitent les choses et qui sont très faciles à mettre en place ou à prendre en main.
Donc voilà, n'hésitez pas à faire un tour et puis à découvrir ces deux solutions. En tout cas, merci à nos pitchers. Et donc là, je suis en train d'aller du coup dans le calendrier. Donc on se retrouve la semaine prochaine, donc le mardi prochain, pour la Pitch Night spéciale. Elisabeth, c'est intelligence artificielle? Exactement. Voilà, donc on verra voilà, quelles sont les nouveautés et qu'est-ce que le monde des startups nous réserve en termes d'intelligence artificielle. Et donc, qui sait, ça pourra peut-être aussi alimenter des choses qu'on a vues dans les précédentes Pitch Night, puisque, voilà, pour rappel, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui peut s'appliquer à l'ensemble des solutions logicielles. Et tout simplement, ça permet de pouvoir optimiser le temps et de pouvoir aussi optimiser les processus. Donc, merci à tous et on se dit à mardi prochain pour la Pitch Night spéciale intelligence artificielle. Merci beaucoup. Au Au revoir. revoir. Bye.